Généralement, quand on sort d'un rendez-vous médical et qu'on voit la tête du médecin, on sait déjà à peu près à quoi s'en tenir. Je suis Andy Latte au CENI, j'ai 34 ans et je suis responsable d'équipe marketing. J'ai décidé en 2018 de partir au Gabon pour travailler. Après mes études, 6 mois après, je prenais ma douche pour aller au boulot, j'ai ressenti une masse minuscule dans mon sein. Je trouvais que c'était pas normal parce que c'était pas douloureux non, mais quand même la masse était là. Donc j'ai rien fait sur le coup. J'ai été au boulot encore pendant, je crois, 1-2 semaines, mais la masse m'inquiétait encore beaucoup plus. Je suis allée à l'hôpital au Gabon. On m'a demandé de voir un gynécologue, ce que j'ai fait là-bas. Les soins de santé sont assez élevés. On m'a demandé de faire une échographie mammaire et puis carrément faire une biopsie pour voir ce qui se passait. Donc pour le moment, je n'avais pas vraiment de moyens pour le faire. Pour après être sortie de là, ça m'a encore plus inquiété. Donc j'ai appelé ma soeur et tout ça. Et elle m'a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour le moment, que pour le moment, ce n'est pas douloureux, donc il ne fallait pas s'inquiéter, de patienter un peu. Mais bon, je m'inquiétais toujours. Donc après un mois, elle m'a demandé carrément de rentrer. Donc j'ai tout plaqué, je pense que c'était début 2019, j'ai tout plaqué au Gabon, je suis rentrée au Bénin. Je suis rentrée au Bénin, j'ai commencé à travailler, j'ai encore négligé. Et c'est, je dirais, après être rentrée, 2 mois après que je suis allée faire échographie ma mère et puis examen qu'il y avait à faire par rapport à ça. Et c'est au sortir de là que le médecin m'a tout de suite dit que c'était pas encore grave parce que là, c'était tout petit. Mais il fallait que je revienne 6 mois après pour faire encore un check-up pour voir ce qui se passait. Ce que j'ai pas fait, bien évidemment, parce qu'on sait très bien qu'au Bénin, quand on va voir un médecin, le médecin nous dit revenir après. On se dit, bon, pourquoi gaspiller encore autant d'argent pour aller voir un médecin alors qu'en fait, je me sens totalement bien. Je suis pas allée et c'est 1 an après, je dirais, début 2019, que j'ai commencé à ressentir des douleurs et la masse avait pris un peu plus de volume. Il y avait, comme on dirait, des points au niveau de la masse, c'est-à-dire quand on touchait, on sentait quand même qu'il y avait des bouts pointus. Je ne sais pas comment expliquer, mais avant c'était rond, je sentais que c'était un peu rond, mais après il y avait des bouts pointus. Donc tout de suite, je suis allée encore voir le même médecin dans le même hôpital et j'ai fait encore les examens. Et là, la masse est passée du stade 1 au stade 3 en même temps. Généralement, quand on sort d'un rendez-vous médical et qu'on voit la tête du médecin, surtout au Bénin, on sait déjà à peu près à quoi s'en tenir, si c'est trop grave, si c'est possible ou pas, de pouvoir soigner ça. Donc, j'ai pris rendez-vous chez ma gynécologue, je suis allée la voir avec les résultats d'examen. On était en ce moment en période de Covid, je pense que c'était 2020. Elle m'a tout de suite dit que cette masse n'était pas normale. Il fallait la retirer ou bien faire une ponction. Et dans le temps, faire une ponction, ça allait prendre du temps pour être analysé parce qu'on était en plein Covid, tout était presque en arrêt. Ça allait prendre beaucoup de temps. Donc, il fallait vraiment qu'elle puisse retirer d'abord la masse, la faire analyser pour savoir ce qui se passait. On a retiré la masse. Il faut préciser qu'ils ont levé la masse et un peu plus de la masse. Les parties qu'ils pensaient être saines. Donc, quand ça a été retiré, ça a été envoyé en analyse 2 semaines après. Ma grande soeur est passée à la maison me voir. Ma grande soeur, elle m'a mise au milieu, assise sur le lit, donc je me suis dit, ça c'est pas bon. Je pense que c'est là que ma grande soeur m'a annoncé que j'avais une masse qui était, comment on appelle, maligne, c'est-à-dire un cancer du sein. Voilà comment j'ai découvert que j'avais le cancer du sein. Après l'annonce à la maison, j'avais 29 ans dans le temps, je me suis dit, bon, c'est fini quoi. Bon, on dit, tu vas plus vivre toute la rêve que tu avais pensé vivre en fait. C'était fini, c'est sûrement la mort. Parce que c'est vrai, il y a 1 semaine avant, j'avais suivi un film à la télé où on parlait du cancer. Donc je me suis dit, bon, ça n'arrive qu'aux autres quoi. Moi, ils vont faire les examens, ils vont rien trouver. Donc tout de suite, je me suis dit, pourquoi moi? En fait, je me suis posé une tas de questions. Je suis vraiment allée du négatif. Au Bénin, j'ai eu d'abord une chirurgie pour retirer la masse.
on a refermé le sein. Mais après, quand on est reparti voir le médecin, après l'annonce de la maladie, elle m'a proposé enfin de soit garder le sein et de faire le traitement quand même ou d'enlever totalement le sein. J'avais 29 ans, donc moi, tout ce que je voulais, c'est garder mon sein. Mais je me suis dit après, un sein qui ne me veut pas, c'est-à-dire un sein malade, c'est mieux de le retirer entièrement et de faire un traitement. Parce que quand on a retiré la masse et un peu plus de la masse, tout était cancéreux. Donc je ne sais pas trop s'il y en avait encore dans le sein. Donc j'ai décidé qu'on enlève totalement le sein. Après le retrait du sein, il a fallu maintenant qu'on pense à tout ce qui est traitement médicamenteux. On a pensé à la France ou à la Tunisie. Mais en ce temps, on était en plein Covid, comme j'ai dit plus tôt. Pour demander un visa, ça allait prendre du temps pour aller en France, tout ça. Donc du coup, on a pensé à la Tunisie. En Tunisie, pas besoin de visa. On a contacté un hôpital en Tunisie. Je suis allée en Tunisie. J'ai commencé à faire des traitements de chimiothérapie. J'ai eu en tout 16 cures de chimiothérapie. 4 cures qui avaient 2 semaines d'intervalle environ. Et après, 12 cures après d'un produit toutes les semaines. Pour les premières cures du produit, j'appelais ça les grosses cures. Quand tu prends le produit aujourd'hui, tu restes alité pendant 10 jours carrément. Je ne mangeais pratiquement rien parce que tout ce que je mangeais, ça sortait. Même l'eau avait une odeur. L'eau avait une odeur pour moi. J'étais tout le temps couchée. Je ne pouvais pas marcher. Je vomissais tout le temps, la nausée H24. Même je n'arrivais pas à dormir. C'était assez dur. Après la première cure, 2 semaines après, j'ai commencé à perdre mes cheveux. C'était comme du papier. Quand je tirais dessus, ça s'arrachait. Le traitement en fait, de chimiothérapie, ce n'est pas seulement pour cibler les cellules cancéreuses. Ça, en fait, abat totalement. Ça tue toutes les cellules pratiquement du corps. J'ai eu ça pendant environ 2-3 mois avant de passer au produit. C'est un produit très toxique. Je ne pouvais pas écrire, par exemple, j'avais tout le temps des picotements aux doigts, aux pieds, je ne pouvais pas marcher. Quand je m'assois, ça piquait partout dans le corps. Donc, on a dû stopper la cure après 6 ou 7 cures, je pense. Parce que le médecin disait que si on continuait comme ça aurait pu me donner des séquelles où je ne pourrais pas avoir de ressenti au niveau de mes doigts, de mes pieds. Donc, on a arrêté pendant 2-3 semaines avant de reprendre encore. Donc, en tout, j'ai eu 16 cures de chimiothérapie en tout. Ce qui a fait environ, je pense, 5-6 mois environ. Après ça, on a passé à la radiothérapie. La radiothérapie, c'est juste des rayons UV qu'on envoie au niveau de la zone en question. Et au niveau des cellules, vu que d'abord aussi, il y avait eu des cellules cancéreuses. J'ai eu en tout 25 cures de radiothérapie qui a duré enfin 1 mois, 1 mois et demi. Parce qu'il y avait des jours où c'était férié, où il y avait des jours où je ne savais pas bien. On mettait des pauses aux cures. Et ça produit généralement des brûlures, comme quand on reste au soleil longtemps. La zone était un peu noire. Après ça, il a fallu maintenant faire encore des examens pour voir si ça allait bien. J'ai fait les examens en question. Et on avait le médecin, il m'a dit que j'étais en rémission et que ça avait marché le traitement. Je pense que pour moi, l'étape la plus difficile qui reste toujours difficile pour moi, ça a été l'ablation. L'ablation totale du sein. Parce que, on doit se dire la vérité, le sein est quand même un signe de féminité et aussi en griffe. C'est quand même important aussi, le sein. Donc j'étais très jeune, 29 ans. C'était toujours compliqué pour moi de me voir sans vêtements. Je pense que c'est l'étape qui continue d'être aussi difficile pour moi. 13 ans à 1000%. Il y a eu des jours où j'ai vraiment voulu abandonner. Plusieurs jours où j'ai voulu abandonner. Des jours où j'ai voulu laisser tomber, me dire bon, j'en ai marre de subir tout ce qui est chimio, radio, je veux rentrer, mais ils ont été là. Même sur les réseaux, tout le monde était là, personne ne me connaissait, mais des messages, des appels, tout le temps. Il y a même des personnes qui ne me connaissaient pas, mais qui ont quand même tenu à me soutenir financièrement. Ma famille était là, ma mère, mon père. J'ai l'impression que c'était eux qui se sont battus, pas moi. Parce que sans eux, j'allais sûrement pas pouvoir être là devant vous aujourd'hui. Sur le plan amoureux, avec mon chéri de l'époque, ça a été compliqué à gérer parce que avant l'annonce de la maladie et de tout ce qui va avec, ça n'allait plus vraiment entre nous. Donc, il a essayé d'être présent autant qu'il peut. Et comme on le sait bien, j'étais en traitement. Donc, ça a eu un impact assez négatif par rapport au fait qu'on se réconcilie ou pas. Parce que j'étais pas là. Je subissais un traitement assez compliqué. Il n'était pas prêt
il ne savait pas comment peut-être m'aider, ou il ne savait pas quoi me dire pour me rassurer, ou bien il ne savait pas comment être, parce que c'était nouveau pour lui comme pour moi. Moi, j'avais quand même mes proches à côté qui m'aidaient, qui me parlaient, qui me soutenaient. Mais je ne sais pas si lui-là, il y a des gens à côté qui pouvaient en fait lui parler, comment être avec une personne qui est atteinte d'un cancer du sein. Je me disais peut-être qu'il était perdu, il ne savait pas comment faire. Et tout ça a eu un impact négatif sur notre relation. Aujourd'hui, sur le plan amoureux, je dirais que ça va parce que je suis avec quelqu'un actuellement. Il essaie de me rassurer autant qu'il peut, mais physiquement, c'est compliqué de s'accepter avec un sein en moins. C'est assez difficile pour moi, personnellement, parce que j'arrive toujours pas à me voir dans la glace, par exemple. Quand je suis pas habillée, j'arrive pas. Quand je regarde le miroir, je tourne les yeux parce que j'arrive toujours pas à m'accepter. Il essaie quand même de me rassurer autant qu'il peut, il est présent. Il me dit que je suis belle, même si moi, bon, j'ai du mal à y croire parfois. Mais bon, il essaie de faire comme il peut. Et je pense que s'il continue comme ça pourrait marcher. Je dirais aux hommes qui vivent la même situation avec leurs femmes, c'est-à-dire quand leur femme a un cancer du sein, qu'ils ne doivent pas la regarder autrement. Qu'ils ne doivent pas se dire qu'elle est moins femme. Parce qu'une femme, c'est pas seulement un sein. Une femme, c'est autre chose. Donc, les aimer autant qu'ils peuvent, les soutenir aussi. Essayer de les écouter. Parfois, on a des proches, on a envie de les aider. On s'y prend pas comme le proche voudrait. On dit des mots qu'on pense être réconfortants pour le proche, mais ça n'est pas vraiment. Donc, je pense que c'est l'écoute, le soutien et aussi se sentir aimé par son proche. Je pense que pour moi, ça peut vraiment avoir un impact positif. Quand le psychologique est au top, c'est la première étape pour une guérison complète. Déjà, au départ de la maladie, je voyais plus de la pitié parce qu'on me disait, comment le Dieu venait, Cho, elle avait 9 ans, pourquoi? Ce que j'ai pas du tout vraiment apprécié. Parce qu'en fait, quand quelqu'un a pitié de toi, c'est que un griffe, tu es faible. Alors que je ne me sentais pas faible du tout, même si c'était compliqué. Donc il y a eu la pitié. Après ça, quand j'ai perdu mes cheveux pendant le traitement, les gens étaient étonnés de voir à quel point j'avais une belle tête. Désolée. Donc il y avait ce côté aussi. Après, quand je suis rentrée du traitement, il y a eu quand même de la fierté. Je voyais en fait que les gens étaient fiers du combat que j'ai eu à faire. À côté de ça, il y avait aussi plein de personnes qui voulaient vraiment que je ne parle du traitement, donc qui voulaient être informées de tout ce qui se passait et de tout ce que j'ai eu à subir pendant le traitement. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les gens sont beaucoup plus impactés positivement, c'est-à-dire ils sont parfois surpris de la résilience que j'ai eue. Et les gens me disent, tu es une warrior, tu es une battante, mais je me dis, mais j'ai rien fait du tout. Je me suis juste couché, on m'a juste mis des médicaments, on m'a fait tout ça. Donc ouais, je ne me sens pas comme ça, même si les gens me voient comme ça. C'est vrai que c'est réconfortant de savoir qu'il y a des gens qui me voient de cette manière, mais moi-même, je ne le vois pas de cette manière-là. Ça a été important pour moi d'avoir surtout ma soeur à côté qui est médecin. Parce qu'elle a pu avoir les mots qu'il fallait pour me rassurer et aussi pour me faire comprendre que c'était un traitement à suivre, que je devais le faire. Mais moi, personnellement, c'est toujours assez compliqué de penser à ça et puis de penser à tout ce que j'ai traversé. Parce qu'il y a eu l'ablation du sein, chimiothérapie, radiothérapie. Psychologiquement, ça n'allait pas. J'ai dû faire des séances avec une psy. Jusqu'à présent, je continue mes séances. Présentement, ça va. Je dirais que ça va. Juste que parfois, il y a des hauts et des bas. Parce qu'il y a des séquelles quand même que je dois garder à vie. Je ne peux jamais m'en débarrasser. Comme par exemple ce bras que j'ai là. En fait, quand j'ai eu l'ablation totale du sein, il y avait aussi des ganglions lymphatiques qui étaient impactés. Les ganglions, c'est au niveau des aisselles. On a dû retirer tous les ganglions lymphatiques du côté gauche du bras. On a enlevé le sein totalement. Et les ganglions lymphatiques sont au niveau des aisselles. Donc, ce qui fait que les ganglions lymphatiques, en fait, sont là pour filtrer le liquide lymphatique dans le corps. Mais comme j'en ai plus du côté gauche, au lieu de passer dans le corps, le liquide passe dans le bras. Ce qui fait que ce bras est plus gros que ce bras. Donc, je dois porter, en fait, un manchon de compression tout le temps. Pour dormir, j'ai un manchon pour dormir en journée, tout le temps. Pour essayer de diminuer un peu la grosseur du bras, je fais des séances de kinésithérapie 3 fois par semaine. J'essaie de faire un drainage lymphatique manuel pour essayer de diminuer un peu la grosseur du bras. Mais sinon, c'est qu'il faut porter un manchon tout le temps. Du matin au soir, pour se coucher aussi, un autre manchon. Et aussi dormir avec le bras en hauteur. Pour que dans la nuit, le liquide puisse s'écouler dans le bras. Sinon, quand je dors avec le bras totalement à plat comme le corps,
Au réveil, le bras est vraiment enflé parce que le liquide a pris le temps de rentrer dans le bras et de s'enfler. Mais en gros, je dirais que ça va parce que mes proches sont à 1000% derrière moi. Ils sont tout le temps là. Je lui dirais de ne pas négliger sa santé. Je pense que j'ai négligé ma santé en me prenant pour quelqu'un qui n'aurait jamais eu un cancer du sein. J'ai toujours pensé que ça n'arrive qu'aux autres, alors que ça peut arriver à tout le monde. J'aurais dû faire plus tôt ce que j'ai fait plus tard. Aller voir un médecin, me faire opérer, tout ça. Peut-être que si j'avais fait tout ça, j'allais pas devoir passer par cancer du sein et tout ce qui est chimio, radiothérapie et toutes les dépenses qui sont allées avec. Le message que j'aimerais transmettre aux femmes qui ont peur du cancer du sein, c'est tout simplement prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Le cancer du sein, ce n'est pas une fatalité. Il y a des jeunes qui ont ce cancer du sein et sont quand même en vie aujourd'hui. Donc c'est mieux de savoir en fait ce qui se passe exactement que d'attendre et après de devoir subir tout ce qui est chimiothérapie, radiothérapie. D'abord, connaître son corps, parce qu'on connaît tous notre corps. Quand on voit que quelque chose ne va pas, on doit courir voir le médecin. Ensuite, ce qui est important, très très important, c'est d'abord l'autopalpation par rapport au cancer du sein. Comme on dit, on divise le sein en 4 et on palpe de chaque côté du sein et qu'on remarque qu'il y a une masse, qu'elle soit minuscule ou pas, et qu'on remarque une masse qui n'était pas là auparavant. Même quand on remarque un écoulement au niveau du mamelon, quand on remarque peut-être que la peau du sein est comme une orange appauvrie. En fait, quand on remarque en gros qu'il y a une différence au niveau de son sein par rapport à ce qu'on avait eu avant, on va voir le médecin. Et aussi aux hommes, aider les femmes à détecter ça parce que vous n'êtes pas juste là pour toucher le sein de la femme. Aidez-la aussi à savoir s'il y a une masse ou pas parce que vous connaissez votre femme. Vous savez que avant, c'était pas comme ça. Maintenant, il y a quelque chose de bizarre. Donc, ayez le courage de leur dire, n'ayez pas peur de leur dire, voilà, madame, ma chérie, ce que je vois là, c'est pas normal. Essayez d'aller voir un médecin. Ça peut aider à sauver sa vie. Tout le monde doit palper son sein, en fait, pas seulement les femmes. Donc, les hommes, c'est peut-être plat, mais bon, palpez quand même aussi chez vous.